Charlton Heston n'était pas seulement un acteur, c'était une légende hollywoodienne, un militant convaincu et un homme aux principes inébranlables. Connu pour sa présence imposante à l'écran et sa voix puissante hors de l'écran, Charlton Heston a vécu une vie pleine de triomphes et de controverses. Mais à la fin de sa vie, ses derniers mots ont choqué et inspiré tous ceux qui les ont entendus. Quels étaient ces derniers mots? Et que révèlent-ils sur l'homme qui se cache derrière la légende? Restez avec moi pour découvrir l'histoire émouvante et stimulante des derniers adieux de Charlton Heston. Jetons un coup d'œil à la vie incroyable de Charlton Heston, à son héritage et aux derniers mots poignants qu'il a laissés derrière lui. Le parcours de Charlton Heston. Le nom même de Charlton Heston en a déconcerté plus d'un. Il était connu sous le nom de John Charles Carter. Selon certaines versions, il aurait été enregistré sous le nom de Charlton Carter immédiatement après sa naissance. Sa famille était écossaise et anglaise, apparentée au clan Fraser. 16 parents, Russell Carter et Lilla Baines, vivaient simplement. Russell gagnait peu d'argent en travaillant dans une scierie. La famille du jeune Charlton quitte la banlieue animée de Chicago pour s'installer à St. Helen, dans le Michigan, une ville rurale. Helen, Michigan, une ville rurale. La vie métropolitaine n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Charlton fréquente une école à classe unique de 13 élèves. Il est le seul élève de sa classe et passe donc beaucoup de temps seul. Bien qu'il ait peu d'amis, il crée ses propres histoires. Il aimait la nature et passait des heures à chasser et à pêcher. Cette vie simple et paisible lui a permis de devenir indépendant et d'aimer la nature. Charlton a 8 ans lorsque ses parents divorcent en 1933. Sa mère les emmène, Louis et ses frères, dans l'Illinois. Quelques années plus tard, elle épouse Chester Heston. C'est ici que Charlton change de nom. Avec le temps, Charlton et sa mère ont pris le nom de famille de Heston. Charlton l'aimait suffisamment pour l'utiliser professionnellement du côté de sa grand-mère. Ses amis et sa famille l'appellent Chuck, un jeu de mots sur son nom de naissance, Charles. Charlton a découvert son intérêt pour le théâtre au lycée de New Trier à Winnetka, dans l'Illinois. À l'origine, le théâtre lui permettait d'échapper à sa vie difficile. Il disait que cela le libérait en lui permettant de changer. Il travaille dur dans les pièces de théâtre de l'école, notamment Peer Gynt, où il brille. Ses professeurs l'encouragent pour son zèle. Bien qu'il joue au football, Charlton apprécie davantage le métier d'acteur. Avant qu'il n'obtienne son diplôme, les gens parlent de son génie. En 1941, Charlton tente d'obtenir une bourse d'études théâtrales à l'Université Northwestern. Il fait un grand pas en avant. Il passe une grande partie de son temps à jouer dans des pièces et à apprendre le métier. Il ne s'agit pas seulement d'exercice. Les spectateurs de Chicago les remarquent pour leur professionnalisme. La Seconde Guerre mondiale a changé l'atmosphère du monde et du campus. Charlton a continué à travailler sur le théâtre parce qu'il pensait que c'était sa vocation. L'amour et le conflit de Charlton Heston ont commencé en 1941 lors d'une réunion d'un cours d'art dramatique à l'Université Northwestern. Il travaille de nuit comme liftier pour payer sa bourse d'études à l'âge de 17 ans. Même fatigué par son travail, il fixait Lydia, une autre étudiante en art dramatique, aux magnifiques cheveux noirs et aux grands yeux expressifs. Leur première rencontre n'a rien de magique. Lydia trouvait Charlton trop égocentrique. Mais tout a commencé lorsqu'elle lui a demandé des conseils de comédien. Lydia est difficile à convaincre après que Charlton l'a poursuivie pendant 3 ans. Elle est ambitieuse et refuse de rester un faire-valoir, surtout à l'approche de la Seconde Guerre mondiale. Amour et conflit. Finalement, ils se marient à Greensboro le 17 mars 1948. Un mariage à l'église, avec un préavis de 2 heures, a été organisé à la hâte et en toute simplicité. Lydia a acheté un costume violet et un bonnet fleuri pour 50 $. Une grosse dépense à l'époque. Mais la vie est dure. 2 ans plus tard, elle vend son costume, son chapeau et son sac à main pour 10 $ afin d'offrir un cadeau de Noël à Charlton. Ils se sont sacrifiés l'un pour l'autre. Charlton s'engage à 20 ans comme opérateur radio et mitrailleur sur B-25. Il est affecté aux îles Aléoutiennes, lointaines et froides. Son travail est risqué. Lors des missions, il garde le contact et gère l'armement de l'avion pour prévenir les attaques.
Il effectue de nombreux vols de combat au-dessus du nord du Japon par mauvaise visibilité et par mauvais temps. Une erreur peut s'avérer désastreuse. Il est blessé lorsqu'une ambulance lui roule dessus alors qu'il glisse sur la glace de la base. Il était déterminé à se battre malgré son fauteuil roulant. Malgré ses espoirs, il n'a jamais participé à l'invasion massive des Japonais. Après les bombardements atomiques de 1945 qui ont mis fin à la guerre, Charlton les a remerciés. Ils lui ont certainement sauvé la vie. Après la guerre, Charlton et Lydia ont déménagé à New York pour se produire. Ce fut difficile. Ils louent un modeste appartement dans un quartier épouvantable pour 30 $ par mois. Pour se laver, il fallait faire chauffer l'eau sur le poêle car il n'y avait pas d'eau chaude. Pour survivre, ils ont servi de modèle à des étudiants et à des artistes. Souvent, il manquait de nourriture. Lydia ne trouve pas d'emploi. Charlton en trouve occasionnellement. Parfois, c'était l'inverse. Pourtant, ils sont restés ensemble et ont relevé chaque défi avec humour et amour. Une carrière d'acteur à Broadway. Lorsque Charlton joue un petit rôle dans une pièce de Broadway intitulée Antony and Cleopatra en 1947, les choses commencent à changer. Ce n'était pas vraiment important. Il interprète Proculeius, un petit homme. Pourtant, cette pièce était un événement majeur, avec des artistes de renom tels que Godfrey Tyrell et Catherine Cornell dans les rôles principaux. Pour Charlton, il s'agit d'une démarche positive de mise en scène. Le fait que des artistes aussi chevronnés partagent la scène lui a beaucoup appris et lui a donné l'assurance nécessaire pour aller de l'avant. La pièce est restée à l'affiche pendant de nombreux mois, permettant aux Estom de goûter à la stabilité après des années de conflit. À 26 ans, Charlton Heston fait ses premiers pas à Hollywood en 1950 avec le film Noir Dark City. Le hasard a voulu que Montgomery Clift, le premier acteur sélectionné, se retire quelques jours seulement avant le début du tournage. Heston intervient, puis entre rapidement dans le monde du cinéma professionnel. Pourtant, la fabrication n'a pas été une sinécure. Le budget est réduit de 20% à mi-parcours, ce qui oblige à retravailler des séquences importantes. Heston travaille assidûment, déterminé à se montrer. Même sa caravane fut abandonnée et il resta tard pour mémoriser de nouvelles répliques. Des acteurs chevronnés comme Elizabeth Scott et Vivica Lynforce, qui sont devenus ses mentors tout au long du tournage, ont vu son engagement. L'effort physique qu'il a dû fournir pour ses débuts est l'un des aspects les plus inoubliables du film. Heston a insisté pour effectuer ses propres cascades lors d'une séquence de combat importante. Il a beaucoup perdu à cause de ce choix. Il s'est brisé 2 côtes et s'est démis l'épaule. Mais il n'a rien dit de ses blessures pour éviter les retards. Vues en plusieurs gros plans, ses souffrances ont donné de la crédibilité à son interprétation. Malgré les difficultés, Dark City rapporte 2,1 millions de dollars au box-office, une bonne performance pour l'époque, et lance Heston sur la voie de la célébrité. La carrière de Heston décolle 2 ans plus tard lorsqu'il joue dans The Greatest Show on Earth de Cecil B. DeMille. L'obtention du rôle est aussi inhabituelle que le film lui-même. Cecil B. DeMille a été tellement satisfait de la bravoure avec laquelle Heston s'est occupé d'un éléphant de cirque lors d'un test qu'il lui a proposé de jouer le rôle principal de Brad Braden, le gérant du cirque. La vaste production du film comprenait près de 1400 travailleurs, de nombreux animaux et 405 trains chargés de matériel. Heston a passé 3 mois complètement immergé dans la culture du cirque, travaillant avec les artistes et le personnel du Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus. Parmi les menaces réelles qu'il a rencontrées, il y a eu un accident de trapèze qui l'a laissé suspendu à 40 pieds dans les airs et un lion qui s'est libéré de sa cage. Avec plus de 36 millions de dollars, le film a été un succès et a remporté l'Oscar du meilleur film. La critique salue la performance de Heston, confirmant ainsi son image d'acteur de premier plan. Mais le tournage rigoureux de 10 mois l'a épuisé physiquement et il a passé un certain temps à l'hôpital pour déshydratation. Rétrospectivement, Heston a déclaré que The Greatest Show on Earth était le film qui l'avait réellement rendu célèbre et qui avait ouvert la voie à ses performances légendaires. L'une des caractéristiques de la carrière de Heston est le lien qui l'unit à DeMille. Ce dernier était un professeur exigeant, réputé pour pousser les artistes à donner le meilleur d'eux-mêmes.
Il a notamment demandé à Heston de répéter une scène 47 fois en une journée sur le site de tournage du film The Greatest Show on Earth. Cette approche exigeante a renforcé leur relation, même si elle était éprouvante. DeMille a activement contribué à former Heston en tant qu'acteur parce qu'il voyait ses promesses. Il conseille également Heston en matière d'alimentation et d'exercice physique. Il lui suggère notamment une combinaison quotidienne de cru, de germes de blé et de levure de bière pour la vitalité. Avec les 10 commandements en 1956, leur travail d'équipe atteint son apogée. Compte tenu de sa faible connaissance des épopées historiques, le choix de Heston pour le rôle de Moïse était une décision audacieuse. DeMille envoya Heston vivre 6 semaines dans le désert du Sinaï, où il étudia l'hébreu ancien et s'initia à la sculpture de tablettes de pierre. Réalisé pour un coût de 13 millions de dollars, le film fut le plus coûteux jamais réalisé à l'époque. Heston a donné toute son attention au rôle. Pendant 3 mois, il a développé sa propre barbe et ses propres cheveux, évitant les cheveux synthétiques, car il voulait qu'ils aient l'air authentiques. La scène bien connue où Moïse divise la mer Rouge a été filmée 2 fois, car la première fois, une caméra s'est cassée et a tout détruit. La deuxième fois, qui a nécessité environ 360 000 gallons d'eau, a pris 1 an pour être parfaite. Heston a frôlé la catastrophe pendant le tournage en Égypte. Lorsqu'un accessoire en pierre de 1000 livres a failli le mettre à terre, mais l'a manqué de peu. Avec 122,7 millions de dollars, ce qui représenterait plus de 1,2 milliard de dollars aujourd'hui. Le film a connu un énorme succès. Son interprétation a tellement marqué les esprits qu'ils ont pensé qu'il était fait pour être l'acteur de Moïse. Heston a joué dans un autre film révolutionnaire, Ben-Hur, en 1959. Avec environ 50 000 personnes travaillant sur le film, le tournage a duré près d'1 an. Heston a perdu du poids et a passé 15 semaines à étudier la conduite d'un char afin d'être prêt pour le rôle. La course de char, l'un des événements les plus connus de l'histoire du cinéma, a duré 10 semaines et était très risqué. Heston a réalisé la plupart de ses cascades. Lors de l'une d'entre elles, il a été poussé hors de son char et a failli être piétiné par les chevaux. Malgré ses blessures, dont une mâchoire disloquée et des ligaments cassés, il a continué. Des années plus tard, il s'est avéré qu'un cascadeur était mort pendant le tournage, ce qui n'avait pas été révélé. Avec le prix du meilleur film et le prix du meilleur acteur pour Heston, entre autres, le film a établi un record à l'époque. Au box-office, il a rapporté 146,9 millions de dollars, soit plus de 1,4 milliard de dollars aujourd'hui. Même le président John F. Kennedy a fait référence au film dans un discours sur les droits raciaux. Heston a déclaré que l'expérience en elle-même valait plus que son salaire. Il était tellement ravi de participer à cette expérience qu'il a fait don de tout l'argent qu'il a gagné grâce au film à des œuvres caritatives. Les films de Heston étaient révolutionnaires, et pas seulement des succès, en utilisant des dizaines de milliers de costumes, de figurants et d'animaux. Ben-Hur et les 10 commandements ont donné vie à leurs récits épiques. La course de chars de Ben-Hur a coûté à elle seule 4 millions de dollars, soit plus que la plupart des films de l'époque. En 1965, Heston incarne Michel-Ange dans l'agonie et l'extase, apprenant la peinture et la sculpture pour le rôle. Pour le film, les réalisateurs ont même passé 18 mois à reconstituer fidèlement la chapelle Sixtine. Il a supervisé de grandes séquences de guerre dans El Cid, 1961, qui comprenait 10 000 chevaux et plus de 7 000 figurants. Avec les 17 millions de dollars, soit plus de 150 millions de dollars aujourd'hui, le plus grand plateau de tournage jamais construit en Europe. La production a pulvérisé les records dans 55 jours à Pékin. 1963. Charlton Heston était une force de la nature qui donnait de l'émotion et de l'intensité à chaque rôle. Et non un simple acteur. Avec La planète des singes, 1968, Charlton Heston devient un maître de la science-fiction. Avec son final époustouflant, le film surprend les spectateurs. George Taylor, son personnage, découvre qu'il a toujours été sur Terre alors qu'il découvre la statue de la liberté détruite. Ce retournement de situation a changé l'histoire. Mais Heston a failli refuser le rôle. Il trouvait ridicule de parler de singes. Pour le convaincre, le producteur lui a rendu visite personnellement et a relu le livre original. Une fois son accord donné,
Heston s'est lancé dans la partie. Il a observé comment les primates se déplaçaient et s'est assuré que son langage corporel semblait naturel, en particulier dans les séquences où Taylor était muet. À 43 ans, il a même réalisé ses propres cascades, réussissant en un seul essai une chute mortelle de 65 pieds. Le fait de passer des heures dans le fauteuil cosmétique lui a donné l'air fatigué de l'astronaute bloqué. Bien que Heston n'ait fait qu'une brève apparition dans le deuxième film, celui-ci est devenu une énorme superproduction et a engendré des successeurs. Il estimait que son personnage devait périr et même que Taylor devait lancer une bombe apocalyptique sur la Terre. C'est précisément ce qui s'est produit, donnant à la série une tournure sinistre et mémorable. Des années plus tard, les États-Unis ont reconnu le film original. Le film a été inscrit au National Film Registry pour sa pertinence historique et culturelle. Heston a montré qu'il pouvait également diriger un film catastrophe dans Earthquake, 1974. Ce film dépeint Los Angeles éclaté sous l'effet d'un violent tremblement de terre. Grâce à une nouvelle technologie sonore appelée Sense-Around, qui faisait vibrer les sièges comme s'il s'agissait d'un véritable tremblement de terre, les salles de cinéma ont créé un effet de réalisme. Dans certains vieux cinémas, les vibrations ont également causé des dégâts. Heston ne s'est pas contenté de jouer la comédie. Parmi ses propres exploits, il a traversé à gué un garage inondé et rempli de détritus, où se trouvaient des lignes électriques sous tension. Il a continué à travailler malgré de nombreuses blessures, dont une luxation de l'épaule qui a nécessité des pointes de suture. Bien que sa production ait coûté beaucoup d'argent, le film a connu un grand succès et a inspiré d'autres films catastrophes qui ont généré des millions de dollars. Heston aimait aussi les westerns. Son film préféré était Will Penny, 1968. Il y incarne un vieux cowboy, un personnage basique mais profondément émouvant. Il a travaillé dans un véritable ranch de bétail et s'est préparé en apprenant à garder les animaux et à vivre comme un cowboy. De vraies bêtes ont été utilisées dans le film pour les séquences, ce qui a donné lieu à des situations périlleuses sur le plateau. Plus tard, Heston a incarné un trappeur coriace dans The Mountain Men, 1980, portant de vrais vêtements souillés et travaillant dans des conditions climatiques glaciales. Il a refusé d'idéaliser le rôle. Il a même souffert d'hypothermie devant la caméra, mais il a persisté. Heston a continué à repousser ses limites dans les films d'action et d'aventure. Traversant un mur de feu, il exécute ses propres cascades dans L'Homme Oméga, 1971, qui raconte l'histoire du dernier homme sur Terre. Dans Skyjack, 1972, un pilote s'entraîne sur un véritable simulateur de vol et enregistre des séquences à haute altitude, au risque d'avoir des nausées. Il est mordu et blessé par une armée de vraies fourmis dans la jungle nue. 1954. Charlton Heston est devenu une célébrité dans tous les domaines grâce à son engagement et à ses décisions audacieuses. Parcours politique, science fiction, westerns, action-adventure, drames historiques, films catastrophe. Une forte conviction en faveur des droits civiques a mis Charlton Heston sur la voie de la politique. Il fait partie des quelques artistes hollywoodiens qui se sont librement opposés au racisme dans les années 1950 et 1960. À une époque où beaucoup de gens restaient muets, il s'agissait d'une décision audacieuse. En marchant sur Washington le 28 août 1963, il est entré dans l'histoire, portant une pancarte déclarant « Tous les hommes sont créés égaux ». Il a marché aux côtés du Dr. Martin Luther King Jr. et d'autres dirigeants. Heston a prononcé un discours émouvant au Lincoln Memorial, juste avant le célèbre discours « I have a dream », malgré la chaleur et les avertissements de ne pas y aller. Dans son discours, Heston a rappelé à tous que l'Amérique était censée être un lieu de liberté pour tous, et pas seulement pour quelques-uns. La défense des droits raciaux par Heston ne s'est pas arrêtée là. Bien que cela ait mis sa sécurité en danger, il s'est opposé à la séparation des restaurants à Oklahoma City en 1961. Travaillant en étroite collaboration avec le Dr. King dans le cadre de la Southern Christian Leadership Conference, il a également contribué à l'élaboration d'une législation équitable. À Hollywood, Heston a pris des décisions qui témoignent de son engagement en faveur de l'égalité. Il a refusé un rôle principal dans The Defiant Ones parce qu'il pensait qu'un acteur noir ferait mieux l'affaire.
Heston a refusé de rester silencieux alors que d'autres étaient maltraités, s'opposant à la liste noire d'Hollywood qui visait les personnes accusées d'être communistes. La perspective politique de Heston s'est cependant modifiée au fil du temps. Il a commencé à s'éloigner du Parti démocrate dans les années 1970. À la surprise de ceux qui considéraient Richard Nixon comme un libéral, il l'a soutenu en 1972. Heston a déclaré qu'il pensait que le Parti démocrate avait viré à gauche. « Je n'ai pas abandonné le Parti démocrate », disait-il régulièrement. « Le Parti démocrate m'a abandonné. » Les années passées à la présidence de la Screen Actors Guild, au cours desquelles il a personnellement observé l'agitation politique, ont façonné ce changement. Sur des questions telles que la guerre du Vietnam, il s'est également heurté à d'autres personnalités hollywoodiennes telles que Jane Fonda à cette époque. Dans les années 1980, Heston a totalement accepté les principes conservateurs. Il est devenu un fervent partisan de Ronald Reagan, dont il a soutenu la candidature à l'élection présidentielle. Heston a officiellement rompu avec le Parti démocrate en 1986. Lors d'une conférence de presse, il a fait un geste spectaculaire en déchirant sa carte d'inscription au Parti démocrate. Charlton Heston a commencé à se tourner vers l'activisme conservateur à la fin des années 1990 et au début des années 2000. La présidence de la National Rifle Association, NRA, par Charlton Heston, a marqué le point culminant de son parcours dans cette direction. À l'âge de 74 ans, il a été nommé président en 1998 et a ensuite exercé 5 mandats consécutifs d'1 an. Un record pour la société. Heston a donné à la NRA un pouvoir de célébrité et, sous sa direction, le nombre de membres est passé de 2,8 millions à plus de 4,3 millions. Les commentaires enflammés et les actions agressives de Heston électrisent les partisans du deuxième amendement à une époque où les discussions sur le contrôle des armes à feu s'intensifient dans tout le pays. Le mois de mai 2000 est marqué par l'un de ces événements les plus connus. De mes mains froides et sans vie, Heston a brandi un fac-similé d'arme à feu au-dessus de sa tête et a prononcé les mots, qui allaient faire de lui une légende lors de la convention annuelle de la NRA à Charlotte, en Caroline du Nord. Il ne s'agissait pas seulement d'une réplique. Pour les partisans d'un contrôle plus strict des armes à feu, il s'agissait d'un message fort. Pour ceux qui considèrent la possession d'une arme à feu comme un droit fondamental des Américains, c'est devenu un cri de ralliement. Des t-shirts aux autocollants pour pare-chocs. La photo de Heston tenant l'arme est devenue légendaire et se retrouve partout. Heston a produit des œuvres en dehors des discours dramatiques, arguant que le deuxième amendement ne se limite pas aux armes. Il s'est exprimé devant le Congrès. Il s'agit de défendre la liberté, estimant que l'éducation vaut mieux que des réglementations supplémentaires. Il soutient des initiatives comme Eddie Eagle, qui enseigne aux enfants la sécurité des armes à feu. L'influence politique de la NRA est montée en flèche sous sa direction. Elle fait vigoureusement campagne pour les législateurs favorables aux armes à feu et augmente ses dépenses électorales. Heston sillonne les routes, attirant le public et soutenant les candidats dans leur quête de victoire grâce à sa notoriété. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il a contribué au triomphe de George W. Bush en 2000 en ralliant les électeurs dans des États importants. Heston s'est arrêté au droit des armes à feu. Il s'est également exprimé sur d'autres sujets, notamment le politiquement correct, qu'il a qualifié de tyrannie avec grâce. Dans un discours prononcé en 1989 à la faculté de droit de Harvard, il a mis en garde contre la bataille culturelle qui mettait en péril la liberté d'expression et les normes conventionnelles. Pour certains, ses discours ont fait de lui un méchant, pour d'autres, un héros. Alors que certains estimaient qu'il vivait dans le passé, ses partisans le considéraient comme une voix intrépide pour l'indépendance américaine. Heston a effectué sa dernière visite publique à la Maison-Blanche en 2003. La plus haute distinction civile américaine, la médaille présidentielle de la liberté, lui a été décernée par le président George W. Bush. Charlton Heston a parlé de son respect de la liberté et de sa conviction qu'il faut défendre ses convictions. L'impact de Charlton Heston n'a pas diminué, même lorsqu'il s'est retiré. Pour les partisans du droit aux armes à feu, sa célèbre phrase « De mes mains froides et mortes » reste une accroche puissante. Diagnostic de la maladie d'Alzheimer.
L'acteur légendaire Charlton Heston, connu pour ses performances remarquables dans des films comme Ben-Hur et Les 10 Commandements, a annoncé une triste nouvelle le 9 août 2002. À 68 ans, il a déclaré qu'il présentait les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Il l'a annoncé lors d'une conférence de presse à l'hôtel Beverly Hills à l'aide d'une vidéo préenregistrée. 3 ans auparavant, Heston avait triomphé lors d'un rassemblement de la NRA, brandissant un fusil et annonçant « De mes mains froides et mortes ». Ce moment était beaucoup plus saisissant en raison de cette image de pouvoir. Mais le choix de Heston de révéler son état de santé révèle une autre forme de bravoure. À l'époque, on ne parlait pas librement de la maladie d'Alzheimer. Heston s'est adressé directement à ses spectateurs dans sa vidéo, avec élégance et franchise. Bien qu'il n'ait pas l'air dans son état normal, sa voix était claire. Il a commencé par ajouter « Mes médecins m'ont récemment informé que je pouvais être atteint d'une maladie neurologique dont les symptômes correspondent à ceux de la maladie d'Alzheimer. » Pourtant, il a refusé que cela le définisse. « Motivé », il a déclaré. « Je n'abandonne pas et je ne me laisse pas abattre. » Heston a même réussi à injecter de la comédie dans sa conférence. Faisant référence à son célèbre rôle de Moïse, il a déclaré « Je peux séparer la mer Rouge, mais je ne peux pas vous séparer. Et je ne vous exclurai donc pas de cette étape de ma vie. » Cette remarque, à la fois légère et émouvante, a rappelé à tous l'homme audacieux et confiant qu'ils avaient toujours connu. Il souhaite également que les autres sachent ce qui peut changer. Il a ajouté « Vous saurez pourquoi si vous voyez un peu moins de ressort dans ma démarche et si votre nom ne me saute pas aux lèvres. » Et riez quand même si je vous raconte pour la 2e fois une anecdote humoristique. Ces remarques très directes et humaines ont contribué à rendre la maladie moins effrayante. Il a également cité Shakespeare, ajoutant que notre petite vie s'arrondit avec un sommeil et que nous sommes de l'étoffe dont les rêves sont construits. Heston a laissé une note forte en terminant son discours. Bien que je sois toujours le guerrier que le Dr. King, JFK et Ronald Reagan ont connu, je sais que je finirai par tirer ma révérence. Ces remarques lui ont rappelé sa vie étonnante, son œuvre cinématographique, son combat pour les droits civiques et ses liens avec des dirigeants exceptionnels. À Beverly Hills, Charlton Heston a vécu dans une belle demeure vers la fin de sa vie. Et ce n'était pas n'importe quelle maison. Conçue par l'éminent architecte William S. Beckett, elle a été construite à la suite de la célébrité de Charlton Heston dans Ben-Hur. Grand. De plus de 5000 pieds carrés, la maison comportait une immense bibliothèque à 2 étages, des murs en verre et des lignes de toit solides. Le 5 avril 2008, Heston meurt chez lui à l'âge de 84 ans. Il luttait contre la maladie d'Alzheimer depuis 6 ans, mais il l'a affrontée avec courage. Lydia, son épouse depuis 64 ans, était à ses côtés lorsqu'il s'est éteint. Le monde entier a pleuré sa mort, alors que Nancy Reagan se souvient de lui comme d'un héros, tant à l'écran qu'en dehors. Le président George W. Bush l'a qualifié d'homme de caractère et d'intégrité. Une semaine plus tard, le 12 avril, des funérailles ont été célébrées à l'église épiscopale St. Matthew's à Pacific Palisades. Olivia de Havilland et Arnold Schwarzenegger figuraient parmi les personnalités venues faire leurs adieux. Lydia Clark Heston a toujours été là pour lui, à travers les hauts et les bas de sa vie. Elle a également soutenu Heston lors d'événements cruciaux, comme leur participation au mouvement des droits civiques. Lydia a soutenu Heston à chaque étape de sa vie lorsqu'il était malade, démontrant ainsi que leur amour et leur mariage étaient plus forts que jamais. Leur mariage a duré 64 ans, une vie de respect, d'encouragement et de partage de rêves. Que pensez-vous de ces derniers mots et de la vie qu'il a vécue? Ces films ou son militantisme vous ont-ils marqué? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Et si vous avez apprécié cet hommage à Charlton Heston, n'oubliez pas d'aimer.